Bonjour, je m'appelle Laurent Saucé, je suis consultant en stratégie plutôt à l'international dans une société qui s'appelle Distri Surveys, une société que j'ai créée. Et on fait à la fois du conseil stratégique et énormément d'études de marché, de sondage. Alors ça peut être aussi bien en Corée qu'au Japon, qu'en Italie ou en Chine. Et on aide des entreprises telles que Carrefour, Casino, Leroy Merlin, la Fnac, et également des entreprises internationales telles que Walmart, B&Q, etc. Au point de vue formation, je suis diplômé en sciences économiques et également en école de commerce. Et au point de vue vie personnelle, eh bien, j'ai vécu en dehors de l'Europe, j'ai vécu en Amérique du Nord, en Afrique et en Extrême-Orient. Et du fait de mon travail, de ma profession, je suis amené à connaître un certain nombre de vues et de mentalités, vraiment de toutes sortes. Et ça me permet, ce type d'études de marché, me permet de suivre un petit peu comment évoluent les mentalités. Et aujourd'hui, je vous présente ce livre, Nos valeurs depuis 3000 ans, aux éditions L'Ancre. Lorsqu'on parle de nos valeurs, en fait, on parle un petit peu de notre identité. Alors tout d'abord, il faut savoir que nous, en France, nous sommes un peuple sédentarisé depuis toujours. Sédentarisé, ça veut dire que nous avons cultivé les céréales, nous avons établi des villes, bâti des lois qui sont les mêmes pour tous, et nous ne sommes pas une culture tribale. Mais vous me direz, l'Angleterre c'est pareil, l'Allemagne, la Chine, le Japon, ce sont également des pays sédentarisés. Alors ce que nous avons de spécifique, c'est d'une part que nous sommes un peuple assez idéaliste. Et ça, c'est le cas depuis les Gaulois. Ils avaient déjà un certain imaginaire, ils avaient le goût de ce qui est beau, ils croyaient en l'immortalité de l'âme, il y a déjà 3000 ans, ce qui était différent, par exemple, des peuples germaniques. Et puis nous sommes également un peuple légaliste. Ça, tout le monde s'en rend compte. Quotidiennement, on parle, par exemple, du code du travail qui est beaucoup trop lourd, etc. Nous sommes un peuple légaliste, parfois un petit peu corporatiste. Mais lorsqu'on parle de valeurs, bien souvent on dit simplement liberté, égalité, fraternité, point final. Alors ce sont de belles notions, il n'y a pas de problème, mais elles sont récentes, de l'ordre de 2 siècles environ. En fait, nous sommes héritiers d'une histoire longue, et cette histoire longue s'est accompagnée de valeurs de long terme. Quelles sont ces valeurs profondes? Eh bien, il s'agit de la soif de vérité, de la quête de ce qui est bon, et de la mise en œuvre de l'utile. Alors, ça peut vous surprendre peut-être, mais si vous regardez notre histoire, elle fonctionne par cycle. Par exemple, l'Antiquité est un cycle, le Moyen-Âge chrétien est un cycle. Et chacun de ces longs cycles est subdivisé en phases. À chaque fois, nous avons une première phase qui est consacrée au vrai, puis une phase consacrée au bon, puis une phase qui se tourne vers l'utile. Alors par exemple, l'Antiquité gréco-latine, eh bien, il y a 3000 ans, 2700 ans, 2600 ans, les hommes se sont tournés vers cette soif de vérité. Pensez à Thalès, à Pythagore, qui se tournent vers les mathématiques, c'est-à-dire la science exacte, le vrai. Pensez à Empédocle ou Parménide, qui écrit un livre qui s'appelle La vérité, sur la vérité. On ne peut pas faire plus clair. C'est également le cas, cette recherche de vrai, dans le domaine juridique. Par exemple, à cette époque, on a bâti des lois et on a beaucoup insisté sur la charge de la preuve. Et lorsque l'on rendait un jugement, il s'agissait d'un verdict. Verdict qui veut dire le vrai. Par la suite, avec Platon, Aristote, Épicure, les stoïciens, etc., nous avons une phase consacrée au bon. Et d'ailleurs, les Grecs appelaient cela la vie bonne ou la bonne vie. Grosso modo, il s'agissait de vivre dans la tempérance. Et puis, de l'an 312 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 312 de notre ère, donc c'est facile de se souvenir de ces dates, l'Antiquité se termine par une phase de l'utile. Pourquoi l'an 312 avant Jésus-Christ? Parce que c'est le début des grandes voies romaines. C'est la voie appienne ou la via Appia. C'est également le début des grands programmes d'aqueducs. Il y a eu également énormément d'installations portuaires. Cette longue époque, c'est l'époque de Archimède,
Archimède qui disait « Donnez-moi un levier, je soulèverai le monde ». Vous voyez qu'on parle bien d'aspect pratique, l'utile. C'est également l'époque de Hipparque qui invente l'astrolabe, que les Arabes utiliseront un millier d'années plus tard. Voilà, donc l'Antiquité a vécu une époque, le vrai, puis le bon, puis l'utile. Et le Moyen-Âge chrétien, ce sera pareil. À partir de, grosso modo, l'empereur Constantin, concile de Nicée, concile de Constantinople, de Chalcédoine, etc., le Moyen-Âge chrétien va commencer par une phase du vrai. Cette fois, il s'agit du vrai théologique, et il s'agit du credo. Pour faire simple, il s'agit de dire que Jésus est de même substance que Dieu. Donc le Moyen-Âge chrétien va commencer par cette phase du vrai, les 4e et 5e siècles. Puis du 6e au 14e siècle, 15e siècle, nous avons une longue période du Moyen-Âge chrétien qui est consacrée au bon, à nouveau. Et cette fois, il s'agit du salut de l'âme, la charité chrétienne. Alors ça ne veut pas dire que tout était parfait durant le Moyen-Âge, mais on a cherché à sauver son âme. Par exemple, aujourd'hui, il est de bon ton de se moquer des curés et de l'Église, mais il faut savoir que, au Moyen-Âge, ce sont les moines et certains hommes d'Église qui ont essayé, avec des systèmes qu'on a appelés la paix de Dieu, puis la trêve de Dieu, ils ont essayé d'instaurer un minimum de civilité, disons, dans les périodes de chaos du Moyen-Âge. Donc il y a eu quand même ce souci vraiment important de trouver un moyen d'être bon. Et le Moyen-Âge se termine par une phase de l'utile à partir de 1453. Pourquoi 1453 ? Eh bien, c'est d'une part la fin de la guerre de 100 ans, et donc on va commencer à se consacrer à l'utile après les dévastations de la guerre. Mais 1453, c'est aussi la chute de Constantinople. Et donc les hommes d'affaires, les commerçants vont commencer à vouloir développer les caravelles, par exemple, pour commercer en dehors, en évitant Constantinople. Vasco de Gama, Christophe Colomb, etc. À partir de ces années, on développe la caravelle, c'est-à-dire l'utile, l'aspect logistique. 1453, c'est également Gutenberg qui commence à mettre au point sa presse à imprimer. Et en 1455, il va commencer à publier des livres. Pourquoi est-ce que la presse à imprimer participe de l'utile ? Bien tout simplement parce que, imaginez que, avec Gutenberg, les livres, le prix du livre a été divisé par 50. C'est-à-dire qu'il a rendu accessible la connaissance. C'est en cela que ça a été utile. Il ne s'agissait pas uniquement de publier la Bible, mais également de nombreux traités, notamment des traités techniques sur les aspects chimiques, sur les métaux, etc. À partir de 1543 commence un nouveau cycle qu'on peut appeler le cycle des révolutions mécanistes et qui va durer jusqu'à 1914. Alors pourquoi 1543 ? Parce que c'est le moment où Copernic publie son livre sur les révolutions célestes, c'est-à-dire il explique que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, que ce n'est pas l'inverse, et c'est une démonstration mathématique, là encore les sciences exactes, le vrai. Et la même année, 1543, donc à nouveau les années sont très bien coordonnées, en 1543, un monsieur qui s'appelle André Vesalius publie un livre sur l'anatomie humaine. Et là, il s'agit du vrai biologique en quelque sorte. Tout le reste du XVIe siècle et presque tout le XVIIe siècle va être consacré au vrai. Alors en France, nous avons Blaise Pascal, nous avons René Descartes, le raisonnement cartésien à partir de ce qui est vrai. Chez les Allemands, on aura Kepler, en Italie, Galilée, et puis en Grande-Bretagne, le grand Isaac Newton, qui publie en 1687 son principe mathématique de la philosophie naturelle. On y reviendra peut-être, mais chaque mot compte dans ce titre. En tout cas, entre autres, il démontre le fonctionnement de la gravité universelle. Et donc vous voyez que de 1543 à 1687, le vrai est consacré à, disons, l'astrophysique. Et dès l'année suivante, 1688, donc encore une fois les années sont parfaitement synchronisées, dès 1688, on va commencer à se tourner vers ce qui est bon, et ça va durer jusqu'à 1799, un petit peu au-delà de la Révolution française. Alors pourquoi 1688 ? Parce que, en fait, un siècle avant la France, les Anglais font leur révolution. Il s'agit de la glorieuse Révolution.
Et à partir de 1688-1689, l'Angleterre il n'y a plus de monarchie absolue. Les lois seront fixées par le Parlement, et les membres du Parlement seront des gens élus. Et à partir de cette époque, vous aurez des philosophes, en Angleterre, John Locke par exemple, mais en France, les encyclopédistes, qui vont réfléchir sur l'aspect de la démocratie, donc le bon. Ils vont réfléchir aussi sur lutter contre l'influence de l'Église, l'influence des superstitions. Et puis, les philosophes vont également, durant ce siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, vont également réfléchir sur l'économie libérale. Alors vous allez peut-être me dire, l'économie libérale, ça n'a rien à voir avec le bon, c'est un aspect technique. En réalité, si vous lisez les textes, c'est assez amusant. Les penseurs, les gens qui disaient « laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même », raisonnaient en termes de bon. Ils raisonnaient en termes de gentil et méchant. Et vous verrez avec ce livre, on disait par exemple que les gens qui sont favorables à l'économie libérale sont les gentils, et ceux qui défendent l'intervention de l'État sont les méchants. Ils raisonnaient en termes de gentils méchants. Cette période consacrée au bon se termine en 1799. Pourquoi? Parce que c'est 18 Brumaire, c'est Napoléon Bonaparte qui prend le pouvoir, et symboliquement, il va dès lors nous dire liberté, égalité, propriété. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de bon, désormais on va parler de propriété, d'argent, d'investissement. On annonce l'utile. Et dès l'année suivante, encore une fois les années sont parfaites, dès l'année suivante, en l'an 1800, vous avez un monsieur qui s'appelle Alessandro Volta qui présente la pile électrique. Et ça annonce l'utile, ce qu'on va appeler révolution industrielle. L'électricité va être un élément majeur de la révolution industrielle, mais il y a également un certain nombre de machines. Le métier jacquard en 1801, la machine à vapeur, un certain nombre d'équipements, l'automobile, l'avion, y compris l'hélicoptère. Tout cela est inventé et existe avant 1914. Et il s'agit d'objets utiles. Il ne s'agit pas de concepts mathématiques sur ce qui est vrai, il s'agit d'applications. À partir de 1915, débute un nouveau cycle, qui est le cycle dans lequel nous vivons actuellement. On nous dit quotidiennement que nous vivons à l'époque du numérique, ce qui est tout à fait vrai. Mais disons d'une manière plus large, nous sommes dans une époque de l'information. Simplement, l'information, le vrai, puis le bon, à notre époque vont être assez instables, indéterminés, incertains. Et on peut dire que notre époque est probablement le cycle de l'information erratique, disons. Alors pourquoi 1915 ? Parce que jusqu'en 1914, nous pensions connaître et maîtriser notre destin. Par exemple, au début de la guerre, nous étions certains que ce serait une guerre rapide, une victoire facile. Et puis dès 1915, on s'aperçoit que le vrai n'est pas du tout cela. On s'aperçoit dès 1915 que ce que l'on tenait pour vrai et certain n'est pas du tout au rendez-vous et que ce sera une guerre tragique. Mais 1915, c'est également l'année de la théorie générale de la relativité de Albert Einstein. C'est également 1915. Il va nous expliquer, alors je passe sur les détails, mais il va nous expliquer que tout est relatif. Quelques années plus tard, en mécanique quantique, en parlant des électrons, le mouvement des électrons autour de l'atome, Heisenberg va nous parler du principe d'incertitude. Donc vous voyez que même en sciences dures, le vrai est assez indécis. Tout est relatif, il y a de l'incertitude. C'est également le cas en politique. Par exemple, durant presque tout le XXe siècle, on va nous parler de l'URSS en nous disant que c'est très bien. Jean-Paul Sartre en France, George Bernard Shaw dans le monde anglo-saxon, Pablo Neruda dans le monde hispanique. Ces gens vont nous dire que l'URSS est très bien, qu'il n'y a pas de totalitarisme, alors que ce n'est pas du tout vrai, c'est du vrai complètement inversé. C'est le cas également en économie, parce qu'au XXe siècle, nous avons eu énormément de traités et de conventions, le GATT, Bretton Woods, le traité de Rome, Maastricht, etc. Et tous ces documents vous disent, c'est écrit textuellement,
vous disent que nous admettons pour vrai qu'en éliminant les barrières, en éliminant les obstacles, nous aurons un progrès économique. Nous admettons pour vrai que s'il n'y a plus de barrières douanières, nous aurons la prospérité. Et puis, tout de même, on s'est aperçu, avec toute cette mondialisation et tout ce néolibéralisme, on s'est aperçu que, là encore, ce n'est pas du tout vrai. Donc nous avons eu une période du vrai qui est complètement instable. À partir de 2001, nous sommes entrés dans la phase du bon. Mais là encore, c'est un bon qui est complètement trituré, disons, détérioré. Pourquoi 2001 ? Parce que, bien sûr, il s'agit du 11 septembre. Et à ce moment-là, une partie, enfin nos élites, les politiciens, les journalistes, les responsables de laboratoires d'idées, etc., ont conclu qu'une partie de la population, qu'on appelle une population musulmane, mais qui est grosso modo une partie de la population de culture nomade, et je dis bien une partie de cette population est dangereuse. Ils ont intégré ça dans leur esprit et ils se sont dit qu'il faut pacifier cette population dangereuse et donc en quelque sorte acheter la paix sociale. D'où la recrudescence de mots tels que l'antiracisme, la pléthore d'humanistes ou l'arrivée de mots nouveaux tels que le vivre ensemble. Tous ces termes sont en fait assez vides de contenu en réalité. Par exemple, les politiciens qui s'affirment humanistes, ils n'ont jamais lu Erasme. Ce sont des mots vides de contenu. Alors on me demande parfois, est-ce que tous ces aspects, le vrai inversé, le bon inversé, l'inversion des valeurs, est-ce que tout cela vient de mai 68 ? Alors il faut bien avoir en tête déjà que mai 68, ce n'est pas un phénomène franco-français. Des mai 68, il y en a eu du Mexique au Japon. Puis mai 68, ce ne sont pas uniquement des étudiants qui se sont réveillés un matin du joli mois de mai en se disant on va se révolter, et puis on va dire CRSS, il est interdit d'interdire, sous les pavés de la plage. En fait, ils étaient intellectuellement nourris par une école de pensée dont on ne parle jamais, ce qui me surprend toujours. On ne parle jamais de cette école de pensée qui s'appelle l'école de Francfort. C'est un petit peu comme si on parlait du siècle des Lumières sans savoir qu'il y a eu les encyclopédistes. Que dit l'école de Francfort ? Alors, elle dit ce que tout le monde sait, jouissons sans entrave, etc. Mais l'école de Francfort dit aussi, et peut-être surtout, que notre culture est néfaste. Ils disent cela. Pourquoi disent-ils cela ? Eh bien parce qu'ils regardent le fascisme et ils se disent ça vient d'Italie, donc ça vient de chez nous. Le bolchevisme, ça vient de Marx, donc de l'Allemagne, donc ça vient de chez nous. Le nazisme, etc., ça vient de chez nous. Et au lieu de conclure qu'il s'agit de pensées dévoyées, les gens de l'école de Francfort disent, en fait non, c'est le fruit de notre culture. Et donc il faut bannir notre culture. Aufhebung der Kultur. Notre culture, il faut l'extirper. Voilà ce qu'ils disent. Alors quand on sait cela, on comprend mieux pourquoi on parle continuellement de la culpabilisation de l'homme blanc, la haine de soi, la repentance, parce que nos élites, disons, ont intégré, sont imbibées par cette notion que notre culture serait funeste. Et pour illustration, on peut regarder les slogans de mai 68. Lorsqu'on dit CRS-SS, d'une part, c'est une phrase absolument scandaleuse, dire que nos forces de l'ordre sont des nazis. Mais disons simplement que c'est faux. Il s'agit de dire cela, c'est la négation du vrai. Lorsqu'on dit il est interdit d'interdire, ça a l'air sympa. Mais en réalité, dans une société, pour avoir une société paisible, il faut de l'interdiction et de l'interdit. Sinon, il n'y a pas de vie harmonieuse dans une société civilisée. Interdire d'interdire, c'est en fait la négation du bon. Sous les pavés de la plage, vous l'avez compris, c'est la négation de l'utile. Donc même dans leur inconscient, les défenseurs de mai 68 disaient il faut nier le vrai, nier le bon, nier l'utile, c'est-à-dire nier, bannir notre culture. Tout se rejoint. Donc ce livre parle de tous ces aspects, mais il offre une vision originale
une façon de regarder notre histoire de manière originale, en se polarisant sur ce qui est vrai, bon, utile, mais il nous permet à chacun de se réapproprier nos valeurs et de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, lorsque vous regardez la télévision ou lisez les journaux, lorsqu'on vous dit quelque chose, eh bien, il faut se demander, ce qu'on me raconte, est-ce vrai ? La profession de foi de tel politicien, est-ce le bon ? Ce qu'on me demande de faire, est-ce utile ? Et lorsqu'on se pose ces questions qui correspondent à nos valeurs, en fait, on peut en partie décrypter quand même pas mal de choses de notre monde actuel. Alors je vais prendre un exemple ou deux. Par exemple, on nous dit très souvent l'immigration est une chance pour la France. Alors est-ce vrai ? En réalité, tout dépend de quelle immigration. Parce que si on regarde les chiffres de l'INSEE, donc ils ne sont pas contestables, concernant le baccalauréat par exemple, eh bien, vous regardez les gens d'immigration du Maghreb. Vous regardez les filles, combien ont le baccalauréat ? Eh bien, vous avez, chez les filles d'origine du Maghreb, en France, entre 63 et 64% qui ont le bac. La moyenne nationale est à 67 ou 68% suivant les tranches d'âge. Donc ce n'est pas très loin de la moyenne nationale. Par contre, si vous regardez les garçons de même origine, ils ont le bac à hauteur de 49 à 50% seulement. C'est-à-dire une différence de 18 points de pourcentage. Statistiquement, je travaille dans les statistiques, statistiquement c'est énorme. Donc la question, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le bac parce qu'ils vivent dans des cités difficiles ou parce qu'ils vont dans des écoles compliquées, etc. Les filles vont vivre au même endroit, vont dans les mêmes écoles, mais elles ont le baccalauréat à peu près presque au même niveau que le reste de la population. Donc, l'immigration est une chance pour la France, est-ce vrai ? Ben, ça dépend. Et si une proportion énorme de gens ne font pas l'effort de s'instruire, ce n'est pas forcément une chance pour la France. Alors, est-ce bon de faire venir des gens immigrés ? On peut dire que c'est très bon. Le problème, c'est que ce qui serait bon, encore une fois, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on s'aperçoit qu'il y a 4,6 millions de chômeurs en France. Ce qui serait bon, ce serait peut-être de commencer à traiter, à former, à s'occuper des gens qui sont déjà chômeurs en France. Est-ce utile, cette immigration ? Alors on nous dit, ils vont payer les retraites des gens, etc. Si on pense que dans 30 ans, les retraites seront convenables grâce à cette immigration, si vous pensez cela, je vous suggère de réfléchir un petit peu plus profondément. Mais regardons encore les chiffres de l'INSEE. Ces populations immigrées, ce sont des chiffres de l'INSEE, reçoivent à peu près 20 à 21% de leurs revenus sous forme d'aide sociale, de transferts sociaux. La moyenne nationale est de 5,5%. Autrement dit, puisqu'on sait que les allocations familiales sont en déficit, les prestations, les pensions retraite sont en déficit, les prestations chômage sont en déficit, toute la sécurité sociale est en déficit, le fait de faire venir des gens, ce n'est pas de leur faute, mais ils sont demandeurs de beaucoup, beaucoup plus d'aide sociale que la moyenne, en fait, ça revient à rajouter du déficit au déficit. Donc, est-ce que c'est cela l'utile ? Un autre exemple, concernant l'économie, le néolibéralisme, on nous parle souvent de l'Union européenne et on dit l'Union européenne nous protège. Si nous n'étions pas dans l'Union européenne, ce serait la catastrophe, nous ne pourrions pas survivre, etc. Alors, est-ce vrai ? Alors, premièrement, il faut regarder les textes. Par exemple, le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne vous dit, textuellement, qu'il est interdit de contrôler les transferts de capitaux entre les pays membres et les pays hors de l'Union européenne. En langage clair, ce texte vous dit, si vous souhaitez délocaliser, que ce soit en Roumanie ou en Chine, etc., eh bien, vous avez la bénédiction de l'Union européenne. Est-ce que c'est vrai que délocaliser, encourager ou favoriser les délocalisations, est-ce que c'est cela qui nous protège ? Alors on peut dire, oui, mais quand même, ce néolibéralisme apporte le bon. Par exemple, on a sorti de la pauvreté des millions de gens en Indonésie, en Chine, etc. Alors, si vous allez dans ces pays, Indonésie, Chine, dans les parcs industriels, vous allez voir des pères et des mères, des hommes et des femmes qui travaillent, mais ils vivent à 500 km de leur village natal. Ils ont laissé leurs enfants chez les grands-parents,
et ils ne voient leurs enfants qu'une fois par année. En Chine, par exemple, c'est au Nouvel An chinois. Ce qui se passe, c'est que ces parents et ces enfants ne se connaissent plus. On ne compte plus en Chine les mères qui disent « mais ma petite fille ou mon petit garçon ne me reconnaît pas ». En fait, depuis les années 80, depuis Deng Xiaoping, il y a eu un délitement des liens familiaux, de la famille nucléaire. Alors vous allez peut-être penser que j'exagère un petit peu, et que ce n'est pas tout à fait si grave. Alors si vous pensez cela, sachez que le gouvernement de Pékin vient de passer une loi qui oblige ces jeunes adultes qui ont 30 ou 35 ans et qui n'ont jamais connu leurs parents depuis 3 décennies, une loi qui oblige ces jeunes adultes à s'occuper et à rester en contact avec leurs parents qui auront 60 ans ou 65 ans. C'est une loi. Donc le gouvernement chinois a fait le constat que je suis en train d'expliquer. Donc est-ce bon de déliter les liens familiaux? Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce utile? Alors, il suffit de demander aux éleveurs et agriculteurs qui sont véritablement dans la misère du fait de ce néolibéralisme. Est-ce utile finalement de démanteler l'indépendance alimentaire de la France? Donc voilà, ce livre aborde un certain nombre de thèmes comme cela, bien d'autres sur les colonies, sur le réchauffement climatique, etc. Et je conclurai par un clin d'œil en vous disant, lisez ce livre, et après l'avoir lu, si vous n'avez rien appris, on vous le rembourse.